Les pays du monde entier célèbrent le 1er mai 2025 la journée internationale du travail. Et au Cameroun, cette thématique est axée sur dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein, d'où la thématique du débrief de ce jour en direct du parcours Vita de Douala à l'occasion du SINAC. Travail décent, quelle importance pour le respect de la dignité humaine. Le panel, vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux avec un peu de modification. Je commence par les personnes étrangères qui sont venues participer au SINAC et qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Djibril Sako, il nous vient du Salon des médias du Mali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous allez bien et merci pour cette invitation. Comment va le Mali? Le Mali va très bien et tout se passe au Mali comme nous le souhaitons et ça va. Merci à vous d'être venu pour ce panel du débrief de l'actualité. Lui, il est directeur des programmes de 3 télévisions et Watt FM au Burkina Faso. Youssef Ouedraogo, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices et merci de nous recevoir. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bon, chez moi, il y a un proverbe qui dit « ce qui est à l'intérieur du ventre est mieux ». Et donc, pour dire que si on regarde un peu la partie visible de l'iceberg, on dira que tout va bien. Mais dans le fond, il y a toujours des problèmes dans nos pays. Merci énormément d'être venu sur ce plateau. Lui, il est avocat au barreau du Cameroun, homme politique avec la casquette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître Georges Teguem, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir au panel, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être ici ce soir et merci de m'accueillir. Permettez-moi de dire quand même un mot à l'endroit de l'organisateur de ce célèbre SINAC, la dame qui est la promotrice, la féliciter pour cette initiative qui doit être comme une sorte d'appel aux autres parce qu'elle fait quand même la promotion de son pays. C'est une dame qui a bien compris ce que c'est que l'esprit républicain, le service de l'État, le service de la République, le service de son pays, rendre à la nation ce que vous avez reçu. Je voudrais également féliciter tous les travailleurs ou alors présenter par anticipation, souhaiter aux travailleurs une bonne fête de demain et dire un mot à l'endroit de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur qui a présidé ce jour à Douala, la sortie, la promotion de l'ESSEC. Je voudrais féliciter tous les étudiants qui ont eu la chance d'être aujourd'hui promus, notamment le jeune Loïc, pour qui j'ai une pensée ce soir. Je lui souhaite beaucoup de courage, Loïc. Que Dieu t'accompagne. Merci de m'accueillir encore une fois. Les pluies sont de retour, l'inondation. J'ai eu la chance en venant, je n'ai pas traversé une zone inondée. J'apprends qu'il y a des inondations, quelqu'un me l'a dit, mais je n'ai pas jusqu'à présent constaté qu'il y avait une inondation. Donc j'attends de voir par moi-même pour en dire un mot. Au 19h50 tout à l'heure, vous trouverez. C'est une dame dynamique. Ça faisait longtemps, elle nous avait pas rendu visite sur le plateau du débrief de l'actualité. Elisabeth Christelle Ewobe Kala, inspecteur régional du travail, numéro 4, littoral Douala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille. Mais merci de m'accueillir sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Comment vous allez? Je vais très bien. Au niveau de l'inspection du travail, inspection 4 littoral, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Je pense que jusqu'ici, nous faisons ce qu'il faut et les résultats attendus sont plus que prometteurs. D'accord, merci à vous. Le panel ainsi présenté, on entre directement dans la thématique de ce soir, travail décent. Quelle importance pour la dignité humaine? Alors Youssouf, quand on parle de travail décent, vous voyez ça comment? Vous le définissez comment? Ouais, je crois que lorsqu'on parle du travail, il y a une kyrielle de définition du travail. Ce qui est important, c'est qu'on peut retenir que le travail, il y a 2 aspects importants. D'abord, le fait de fournir de l'effort. Et puis, le deuxième aspect important, c'est avoir une rémunération en échange. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par un travail décent? Et je crois que le mot-clé ici, c'est décent. Alors, c'est un travail qui ne compromet pas la dignité de l'espèce humaine. Ça, c'est la première explication qu'on peut donner.
C'est un travail qui permet donc à l'espèce humaine de pouvoir tirer sa substance pour pouvoir vivre de façon digne. Voilà comment je comprends la définition de travail décent. Parce que vous avez, à contrario, des activités qui vous permettent de tirer votre pitance quotidienne, mais qui vous fait perdre, ou du moins qui vous font perdre des travaux, qui vous font perdre votre dignité. Et vous avez aussi des activités que vous pouvez mener et vous pouvez arriver à vivre. Mais ce sont des activités qui sont rejetées non seulement par les réglementations qui sont dans nos pays. Je ne veux pas donner des exemples. Si vous êtes un voleur, peut-être que vous arrivez donc à tirer votre épingle du jeu, mais est-ce que le travail que vous faites est un travail qui est admis par la réglementation de votre pays? Est-ce que le travail que vous faites est un travail qui vous permet vous-même dans votre société de pouvoir vous auto-affirmer, de pouvoir vous affirmer? Vous voyez, donc, voilà comment je peux définir de façon succincte un travail décent. Maître, sur le plan juridique, est-ce qu'il y a une définition précise du travail décent? Le travail sur le plan juridique est défini comme le fait de consacrer son activité professionnelle entièrement au service d'un employeur. Sur le plan juridique, c'est ainsi défini. C'est l'article 31, je pense, du Code du travail. Donc, quand c'est défini ainsi juridiquement, prendre quand même l'exemple sur le voleur, ça me paraît un peu pas très juste. Bon, mais c'est un avis, c'est une opinion, c'est une analyse. Nous pensons pour notre part que le travail décent, ça dépend du travailleur. Nous pensons que chacun doit choisir le métier qu'il aime faire, parce qu'on ne fait bien que ce que l'on aime faire. Et lorsque vous faites bien ce que vous aimez faire, vous travaillez de manière décente. Maintenant, il y a un encadrement qui doit aller à travers la législation, les conventions collectives, les accords d'établissement. C'est un ensemble d'outils qui accompagnent le travail dans l'exercice de son activité professionnelle. C'est cela pour nous permet de travailler dans les conditions décentes, parce que ce qui n'est pas décent est proscrit par la loi. Et si vous faites correctement votre travail en respectant le canevas ou ce que la loi vous présente, en respectant ce que vous vous êtes vous-même attribué comme objectif, vous le faites nécessairement bien. Donc, encore une fois, pour moi, on ne fait bien et on ne fait décemment que ce que l'on aime. D'accord. Chacun doit choisir un métier qu'il aime. Et lorsque vous faites le choix, vous ne regardez pas les conditions financières, c'est le choix de vocation. Lorsque vous faites un choix de vocation, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est un amour de son métier et on le fait très bien. Le choix du travail qu'on aime égale travail décent pour vous? Je ne dirais pas que c'est égal. On peut aimer un travail, mais qui n'est pas décent. Mon frère, sinon, je dis que le travail décent, ça veut dire le travail on se sent, en fait, oui, allez-y. C'est le travail dans lequel, ou à travers lequel on a une entière responsabilité et on est respecté et on sait très bien que ce travail ne peut pas nous causer des problèmes. Et il a pris l'exemple d'un voleur. Et le voleur aime son travail, mais nous savons tous que ce n'est pas un travail décent. Parce que ce n'est pas un travail honorable qui peut honorer celui qui fait en fait l'acteur là. Mais le voleur fait son travail. Donc pour moi, le travail décent n'est pas forcément, disons en fait le travail qu'on aime ne peut pas forcément être un travail décent. D'accord. Et au Cameroun, c'est justement cette thématique de dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein. Le temps peut-être de donner votre micro à Christelle pour nous dire exactement au niveau de l'inspection du travail, vous définissez le travail décent comment? Alors, merci pour la parole donnée. Ce que je voudrais dire au sujet du travail décent, déjà après mes prédécesseurs, ce qu'il faut retenir du travail décent, c'est que c'est une notion qui parle d'un emploi qui offre des conditions sécuritaires, d'équité et qui n'entame pas la dignité humaine. Donc, quand on parle de travail décent, on est en train de parler d'un ensemble qui révèle 4 piliers essentiels au niveau de l'accès libre à l'emploi, les possibilités d'accéder à l'emploi, la sécurité sociale, les libertés
fondamentales, les droits fondamentaux de la personne humaine et le dialogue social. Donc quand on parle de travail décent, il ne s'agit pas pour nous d'un travail qu'on aime, il ne s'agit pas pour nous d'un travail qui existe simplement, mais il s'agit d'un travail qui offre, de par la qualité du salaire, de par les conditions de travail qui sont offertes, de par même toutes les mesures de sécurité qui entourent le travail, un niveau de dignité à la personne humaine. D'accord, Youssou, quand vous regardez sur le continent africain, est-ce que vous pensez que tous ces piliers sont respectés? Accès libre à l'emploi, sécurité sociale, dialogue social, et puis, etc. Est-ce que ça rentre, les travailleurs sont dans ces piliers-là? Bon, je pense que si tous ces éléments étaient respectés, on n'allait certainement pas faire le débat. Mais si on fait le débat, ça veut dire que il y a un certain nombre de problèmes dans le travail. Et je crois que dès le début de mon introduction, j'ai dit que il y a beaucoup d'acceptions. Et quand on parle du travail, le travail fait intervenir aussi l'employé et l'employeur. Le travail fait intervenir en fait la dignité et le travail fait intervenir un certain nombre donc de lois qui régissent en fait le travail dans nos pays. Donc bref, ce que je peux dire, c'est que chaque pays a ses particularités. Mais il y a quand même des similitudes sur lesquelles nous pouvons nous prononcer. Oui, sur le cas du Burkina Faso. Si nous prenons le cas du Burkina Faso de façon spécifique, évidemment, quand on parle de travail spécifique et de travail, et ce travail-là doit respecter les 4 piliers qui ont été évoqués tout à l'heure par Madame l'inspectrice. Mais est-ce que ces 4 piliers, si vous prenez l'ensemble des travailleurs dans nos pays, est-ce que ces 4 piliers sont respectés? Je vais vous répondre par la négative. Ce que je peux retenir, c'est que d'abord, vous avez ce que nous appelons dans nos pays la fonction publique. Oui. Et vous avez le privé. Dans la plupart du temps, si vous prenez la fonction publique, vous avez un organe supra qui est au-dessus, qui engage, si vous voulez, des employés et qui prend quand même le soin de respecter les 4 piliers. Tout à fait. Et vous avez à côté le privé. Le privé qui est assujetti aux mêmes règles ou à la même législation que le public qui, malheureusement, dans bien de cas, ne respecte pas les 4 piliers. Vous avez des gens qui travaillent sans un contrat de travail. Vous avez des gens qui ne sont pas déclarés donc à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous avez des gens qui n'ont pas une régularité au niveau de leur salaire. Et vous avez toute une panoplie de difficultés qui font que, en réalité, ces 4 piliers-là ne sont pas respectés. Et c'est la raison pour laquelle, avant même qu'on ne commence cette émission, quand vous nous avez introduit, Madame donc l'inspectrice, la première question sous forme de boutade que j'ai eu à donner, j'imagine le nombre de problèmes que vous avez résolus. Pour dire que dans nos pays, la question du travail mérite encore qu'on s'y attarde, parce que non seulement vous avez des employeurs, en tout cas dans le secteur privé, même si on peut reprocher beaucoup de choses aussi à l'État, on y reviendra dans cette émission, mais dans le secteur privé, par exemple, il y a une sorte de no-man's land et qu'il faut véritablement encadrer par la loi pour permettre donc aux travailleurs de pouvoir jouir des fruits de son effort. Malheureusement, dans bien de cas, les 4 piliers ne sont pas respectés. Les faits sont là, maître Tegem, pas de CNPS, pas de salaire, pas de sécurité sociale, pas de convention collective. Comment on fait pour être travailleur dans ces conditions-là? Non, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le premier choix du travailleur, c'est d'abord un choix de vocation. Lorsque vous faites un choix de vocation, parce que l'encadrement est prévu par la loi. La loi, le code du travail définit les conditions de la collaboration. Les statuts de la fonction publique, les statuts particuliers définissent les conditions de la collaboration. Maintenant, lorsque vous rentrez dans un secteur d'activité, il y a la convention collective qui régit le secteur d'activité concerné. Et à l'intérieur des entreprises, il y a des accords d'établissement. Lorsque vous me dites que c'est pas appliqué, Madame l'inspectrice pourra bien vous répondre. Oui. C'est leur rôle de contrôler. Et justement, elles font quand je dis elles font, ce sont les inspecteurs. Ils font un travail de contrôle qui permet que chaque fois qu'ils notent qu'il y a une incongruité, ils savent très bien, ils adressent même parfois des demandes d'explication à des entreprises. Bref, elle vous dira la panoplie des sanctions qu'ils ont à leur disposition, prévues par la loi. Parce que même la santé au travail, c'est prévu lorsqu'une entreprise a un certain nombre de salariés.
l'organisation des délégués du personnel, il y a un certain nombre d'employés. Tout ça, c'est parce qu'on veut contrôler les conditions de la collaboration au sein des entreprises. Pour moi, si on se limite simplement à définir les termes et vous demandez aux gens de se limiter à ces termes, sans d'abord choisir ce qu'ils aiment, c'est un problème. Tout ce qu'on fait par contrainte, pour moi, ne se fait pas de manière efficace. On peut bien choisir ce qu'on aime, Maître Tegem, on peut choisir ce qu'on aime avec la passion, mais après, on vit dans une société, il y a des réalités. Vous avez besoin de l'énergie, de la force, de la santé pour pouvoir travailler et continuer à faire ce que vous aimez. Vous avez besoin de l'assurance maladie, vous avez besoin de la sécurité sociale, de CNPS pour continuer à faire ce que vous aimez. C'est ce que j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous dis que tout cela est prévu par la loi. J'ai défini les termes de la loi et des conventions collectives. Ce que la loi n'a pas précisé, la convention collective le fait. Et lorsque la convention collective même n'est pas suffisante, il y a ce qu'on appelle l'accord d'établissement. C'est-à-dire au sein d'une même entreprise, ils s'accordent sur leur façon de travailler. Même les règlements intérieurs font partie de cela. Donc moi, je suis de ceux qui pensent, et j'insiste dessus, moi je suis avocat, c'est un métier que j'ai choisi avec beaucoup de passion. Donc moi je le fais avec passion. Que vous avez le salaire ou pas? Non, je vous dis, quand quelqu'un parfois m'appelle, il me dit ceci, j'ai déjà écrit. Parce que quand il me pose son cas, j'ai toujours une tendance à être porté pour... Bon, je vais écrire comme ça. Et c'est après, peut-être même dans le dossier, que je vois qu'il ne me paye même pas. Mais j'ai déjà posé un certain nombre d'actes. Bon. Donc, moi, je pense que le travail décent fait partie de l'encadrement prévu par la loi. D'accord. Et le travailleur d'abord doit aimer ce qu'il fait. Quand il aime ce qu'il fait, il le fait forcément bien. Et il travaille dans les conditions décentes et dans les conditions acceptables. Parce qu'en le faisant bien, il constate les limites. Et lorsqu'il y a des limites, il sait à qui s'adresser. Il y a l'inspection du travail. C'est un organe de contrôle. Je parle sous son contrôle tout à l'heure. Elle prendra la parole. Elle prendra la parole tout à l'heure pour préciser ce que je viens de dire. Donc, pour moi, sur un plateau de télévision, je ne peux pas venir affirmer que les conditions sont souvent regrettables. Oui, il y a des cas, mais ce sont des cas exceptionnels. Exceptionnel, mais on est dans un pays où il y a des réalités. On regarde ce qui se passe dans les pays. Tout à l'heure, on a parlé du Burkina Faso. Au Mali, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité sociale, de convention collective, d'assurance maladie, etc. Mais c'est... comment dire, c'est tellement clair que ces problèmes existent. Et il a dit, il ne savait pas ces problèmes, peut-être on n'allait pas se retrouver. Si on prend au niveau de la fonction publique, au niveau de la fonction publique malienne, ceux qui sont, les travailleurs sont assurés au niveau de la fonction publique. Mais si on prend au niveau des privés, nous sommes privés. Moi, je suis privé. Donc, pour avoir cette assurance, les assurances maladie obligatoires, tous les opérateurs économiques, ou tous les entrepreneurs, tous les patrons ne sont pas en mesure d'inscrire les travailleurs à la Caisse nationale de prévoyance. Donc maintenant, les différents syndicats qui existent. Donc à travers ces syndicats, les travailleurs revendiquent leurs droits. Les travailleurs essaient de se retrouver pour pouvoir être inscrits. Mais à certains niveaux, on a la chance. Par exemple, moi, là où je travaille, nous avons la chance, depuis le début, nous sommes inscrits. Depuis le début, nous avons un séquent. Et tous ceux qui viennent sont vraiment assurés. Donc de ce côté, mon entreprise n'a pas de problème. Mais je sais qu'au niveau d'autres entreprises, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés. D'accord. Il y a beaucoup de... D'accord. Elisabeth, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté sur le terrain avec les travailleurs? On a parlé de conventions collectives pas du tout respectées, on ne sait pas pourquoi. On a la sécurité sociale que vous avez évoquée tout à l'heure, qui ça ne marche pas. Il y a tellement de soucis au niveau du travailleur que vous avez certainement des contentieux. Alors, bien sûr, nous avons des contentieux, mais déjà, je voudrais établir, je vais dire quoi, une première vérité. Oui. C'est que quand on est dans notre contexte ou dans notre tissu économique national, nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de phénomènes ou de facteurs qui favorisent certains types de conflits. Je prends premièrement l'état de nos textes, nos lois, qui sont assez anciens, assez vétustes. Le Code du travail, par exemple, il date de 1992.
Or, vous savez qu'après 1992, il y a beaucoup de situations qui ont été générées. Je parle même de l'arrivée du téléphone mobile. Tout à fait. Pour ne prendre que ce petit exemple-là. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. On pense que c'est anodin, mais en réalité, il y a beaucoup d'impact dans le monde du travail. Donc, sur le terrain, nous rencontrons des travailleurs tous les jours. Et je pense que c'est même la raison d'être de l'inspecteur du travail, parce que sinon, on ne sert à rien. Et notre objectif, c'est de minimiser à la source ces problèmes-là en effectuant, comme Maître le disait tout à l'heure, des contrôles. Mais quand on rencontre les travailleurs, vous allez voir que 90%, pour faire une statistique rapide, des plaintes, des réclamations qui sont formulées et déposées dans nos services concernent les conditions de travail. On va vous parler du salaire, soit qui est fixé et qui n'est pas payé, ou qui n'est pas payé à temps, des arriérés de salaire. On va vous parler du fait que l'employeur fait des prélèvements en disant je prélève pour la CNPS, mais il ne reverse pas. Donc les travailleurs ne parviennent pas à percevoir leur dû auprès de la CNPS parce que dans le fond, rien n'a été reversé. Vous allez avoir des travailleurs qui se plaignent des problèmes de reclassement parce qu'aujourd'hui, la question majeure lorsqu'on recrute au Cameroun, c'est de savoir qu'est-ce qu'on recrute. Est-ce que c'est le diplôme qu'on recrute et qu'on classe, ou alors c'est le poste qui va faire l'objet de fixation du salaire. Donc ça, c'est une problématique qui revient toujours. Et nous avons aussi justement ces contentieux qui naissent généralement entre l'employeur et l'employé directement parce qu'il y a des actes ou des comportements fautifs qui ont été manifestés par le travailleur et que l'employeur voudrait réprimer, peut-être à tort, peut-être à raison. Parfois, on se cache même derrière le soi-disant pouvoir disciplinaire pour essayer de mettre dehors certains travailleurs. Bon, ça, ce sont des situations que nous vivons au quotidien et que nous essayons de manager avec les outils dont nous disposons. Dans tout ça, finalement, dans un cafouillage, on est dans, du coup, il y a un mélange de débrouillardise des travailleurs. On est obligé de supporter, de subir tout cela parce que le taux de chômage est élevé sur le continent africain. Oui, absolument. Je crois que Madame a dit quelque chose de très important. Vous savez que le problème est à plusieurs niveaux. D'abord, le code du travail dans nos différents pays qui doit s'adapter donc aux nouvelles réalités. Vous savez que l'Afrique est dans une nouvelle dynamique. Il y a de nouveaux métiers aujourd'hui qui ne sont pas pris en compte par le code du travail, qu'il faut revoir. Il y a le fait aujourd'hui que même quand on parle des conventions collectives, moi je viens d'un pays où en 2007 nous avons lancé la convention collective de la presse. Et en amont, on avait rencontré les patrons de la presse pour leur demander est-ce que avec cette convention collective-là, vous serez en mesure de pouvoir payer les travailleurs donc des médias. Et ce sont les patrons qui ont été associés et qui ont donné donc leur avis. Et on a mis en place la convention collective en 2007. Et de 2007 jusqu'à aujourd'hui, aucune entreprise de presse ne respecte cette convention collective. Ce n'est pas que les démarches n'ont pas été faites auprès de l'inspection du travail pour qu'on puisse, avec un coup de marteau, changer en fait la donne. Mais non, parce que vous allez rencontrer des patrons de presse qui vous disent, quand vous regardez en fait l'environnement même économique du pays, est-ce que vous pensez qu'avec cette convention collective, est-ce qu'on peut respecter? Soit on décide de respecter, et dans un média qui peut avoir une taille peut-être de 20 personnes, on va prendre peut-être 5 personnes et on met les 15 donc dans la rue. Donc il y a des problèmes en fait sociaux qui vont se poser. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, rares sont les médias qui arrivent à respecter la convention collective stricto sensu. Voilà, vous voyez. Alors, autre chose qu'il faut noter, si vous prenez par exemple le cas des artistes, moi j'ai été journaliste culturel pendant plus de 20 ans dans mon pays, vous prenez par exemple le cas des métiers comme un journaliste, en fait un artiste musicien, ou bien un artiste instrumentiste et autres, un artiste peintre. Comment vous allez régir ça? Parce que c'est d'abord une activité libérale. Et récemment, chez nous, on a, au niveau de l'Assemblée nationale, voté une loi pour le statut de l'artiste. Et cette loi qu'on vote pour le statut de l'artiste, quelle est sa conséquence au niveau donc de la sécurité sociale, au niveau donc du salaire qu'on va donner à l'artiste? Comment on va gérer toute cette situation? Donc voilà autant de problèmes dans nos pays qui font que je crois qu'à un moment donné, il faut tenir compte des dynamiques nouvelles
il faut tenir compte donc du fait qu'on a un code de travail qui ne s'adapte pas donc aux réalités du moment. Il faut tenir compte aussi de l'environnement économique de nos pays. Parfois, c'est pas que certaines entreprises manquent donc voilà, en fait, la volonté de respecter les textes qui régissent le travail, mais c'est lié aussi à un contexte national parfois qui ne favorise pas. Vous prenez un pays comme le Burkina Faso qui aujourd'hui est à la croisée des chemins avec une partie de son territoire qui est assiégée par les terroristes et qui fait qu'il n'y a plus d'investissement dans le pays. Beaucoup de PME et de PMI sont en train d'être fermés. Beaucoup d'entreprises mettent la clé sous le paillasson. Mais dans un contexte comme ça, comment des employeurs peuvent respecter des conventions collectives, peuvent respecter des lois qui encadrent la profession? Donc voilà autant de problèmes parfois qui mettent à mal certaines entreprises ou des patrons au regard donc des textes qui régissent le travail. Maître Tegem, est-ce qu'il y a une volonté d'appauvrir davantage le travailleur quand on ne réajuste pas le code du travail? Non, je pense que au Cameroun particulièrement, le ministère du Travail a mis en place un mécanisme pour répondre à la préoccupation posée par Madame l'inspecteur à travers le dialogue social. Parce que justement, le dialogue social, c'est ça qui a permis de mettre en place les dernières conventions collectives, je crois, sur les télécommunications, qui a été révisée il y a quelques jours, justement pour répondre aux problèmes qu'elle posait. Je pense qu'on a revu la convention sur les télécommunications. Oui, tout à fait. Et donc, vous voyez que c'est pas le dialogue social, parce que ça se fait pas de but à blanc. C'est un dialogue qui commence au sein des entreprises, les acteurs s'asseyent, syndicats, représentants des ouvriers, représentants des employeurs, ils discutent, des arbitrages se font au niveau avec les inspecteurs de travail. Ensuite, ça se fait au niveau même du ministère, même la primature, il y a un certain nombre d'organes qui interviennent et après, on prend une décision, on adopte la convention. Donc, c'est une réponse au problème qu'elle vient de poser, qui, évidemment, n'est pas efficiente, parce que si à la base, le document de base qui est le Code du travail a des lacunes, la convention collective aura fait ce qu'elle pourra, mais elle ne peut pas combler les lacunes du Code du travail. Je pense que ce que Madame l'inspecteur a posé comme problème, c'est un problème qu'il faut adresser, c'est-à-dire procéder à une relecture. Je pense qu'en tant qu'inspectrice, elle sait que c'est en cours. Voilà. En tant qu'inspectrice, elle sait que l'opération est en cours. On est en train d'y travailler. D'ailleurs, à un moment, on parlait même d'un code du travail au WADA, qui devait adopter une législation un projet au niveau sous-régional ou au niveau régional avec les pays membres de l'OADA. Donc, je pense qu'il y a aussi des critères exogènes, comme venait de dire le digne représentant. La crise mondiale, la crise économique, les crises sécuritaires. Vous avez entendu le digne représentant du Burkina évoquer une crise sécuritaire dans ce pays, en disant qu'il y a les terroristes qui ont pris une partie du pays. Donc, le travail, je maintiens ce que j'ai dit en commençant. Pour ma part, lorsque vous faites un choix d'un métier, vous le faites avec amour, avec passion, vous le faites avec décence. Il y a quelqu'un qui vous a demandé sur la page amour et tout, à la fin du mois, c'est l'amour qui paye le loyer? Excusez-moi. Qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de vos familles. Excusez-moi. Vous avez vu de nombreuses familles dans la rue parce que le chef de famille a perdu son boulot, n'arrive à les aérer de salaire, n'arrive pas à payer. Quand il a déjà perdu, il va payer avec l'amour et la passion. Quand il a déjà perdu son boulot, c'est un peu le travail. Quand il fait un métier, ce n'est plus le travail. Le travail, parce qu'il faut encadrer. Moi, je pense que c'est une précision que fait madame. Je passe au contrôle de l'inspecteur de travail. Lorsque quelqu'un travaille, il consacre son activité professionnelle au service d'un employeur. C'est ça le travail. Lorsque quelqu'un ne travaille plus, ce n'est plus ça. Parce que il n'est plus considéré comme un travail, il est considéré comme un chômeur. Et il ne perçoit pas son salaire, il ne perçoit pas une sécurité sociale, qu'est-ce qu'il fait? Non. Comment vous pouvez travailler, vous n'avez pas de salaire? Il y a un problème. C'est ça le rôle. C'est pourquoi je vous dis que c'est des cas exceptionnels. Et c'est le rôle des inspecteurs de régler le problème. Il y a des gens qui sont là pour les accompagner. Le gouvernement a prévu que les inspecteurs les accompagnent pour qu'on les paye. Et c'est même une infraction pénale et retenir un salaire. Demandez-lui, je pense sous son contrôle, il y a un inspecteur sur le plateau. C'est-à-dire que la législation a encadré les conditions de la collaboration. Lorsque quelqu'un n'a pas un salaire, il sait très bien ce qu'il lui reste à faire. S'il continue à travailler sans le faire, encore que au sein des entreprises, j'ai bien dit un certain nombre d'employés, il y a des délégués du personnel qui portent leurs revendications. Les délégués du personnel qui sont souvent à la solde des patrons aussi. Non, c'est les employés qui élisent les délégués du personnel. Oui, mais à la fin, le délégué du personnel joue un autre rôle.
Mais c'est quand moi, tous les délégués personnels que je rencontre, lorsque vous dites ça, la plupart du temps, moi j'ai défendu un délégué personnel dans une entreprise. Pendant le 1er mai, des délégués du personnel dans les entreprises. Ils disent, quand j'écoute Maître, j'avoue que j'ai beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tout va bien. Non, pas du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est pas ce que je dis. Maître, ce que nous voulons que vous admettez aussi avec nous, c'est que parfois, c'est vrai que dans nos pays, il y a des gens qui, pour des raisons diverses, choisissent des activités parfois qu'ils aiment pas. Ça peut arriver. Mais dans la plupart du temps, les gens choisissent des activités qu'ils aiment. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des conventions collectives qui sont là, où il y a des lois qui encadrent, mais il y a des facteurs exogènes parfois qui viennent aussi chambouler tout, au point où le travailleur se trouve dans une situation où il ne peut pas revendiquer ce qu'il a de droit. C'est ça la question. Ce sont des cas exceptionnels. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ce n'est pas la majorité. Ce sont des cas exceptionnels. Ce que je veux dire, c'est que ça existe, mais c'est pas la majorité. C'est des cas exceptionnels. Si vous prenez sur le pourcentage, vous allez voir que 70% travaillent à peu près normalement et 30%. Vous voyez que lorsque vous prenez 70, c'est un cas résiduel. Maître, vous allez en contradiction avec le discours même du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, parce que lui-même il fait l'état des lieux et c'est pour ça qu'il a engagé un dialogue social permanent sur le terrain. Si c'était des cas exceptionnels ou des cas minimes, comme vous êtes en train de le faire sur ce plateau, il n'aurait pas pris sur lui de recevoir les syndicats, d'aller même dans les entreprises, voir qu'il y a un problème sérieux et il faut véritablement en parler. Alors, je reviens avec vous, Djibril. Oui. Quand vous écoutez Maître, vous calquez ça au Mali, ce sont les exceptions. Est-ce que c'est ça qui justifie le fait que il y a des syndicats qui se développent pour essayer de défendre des travailleurs? Non, mais en fait, selon moi, il n'y a même pas de cas minime. Parce que même si c'est un seul cas, et on doit le prendre au sérieux et ça doit être sérieusement traité. Donc, mais ça n'a pratiquement rien à voir. Le syndicalisme est un acte constitutionnel. Ça existe, c'est la constitution malienne qui le dit. La création, pas seulement pour traiter D'accord, le temps de régler, c'est le direct, donc on comprend. Oui, allez-y. Donc je le disais, le syndicalisme n'a pratiquement rien à voir avec ça. Mais moi, ce que je voulais juste aborder avec Maître, c'est essayer aussi de comprendre et de venir un peu un peu à notre niveau. Aujourd'hui, un travailleur qui sort de chez lui pour aller chercher du travail, il a une entreprise et qui n'est pas suffisamment qui n'est pas payé, peut avoir certainement beaucoup de difficultés. Donc, dans ce cas, ce n'est pas un cas isolé. Donc, moi, je ne pense sincèrement qu'il ne doit pas traiter des sujets pour dire que c'est des cas isolés et ça n'a rien à voir avec le syndicalisme chez nous. D'accord. Alors, Elisabeth, le Maître a minimisé des cas, mais vous, quand vous regardez l'état des lieux, le volume des contentieux et tout, vous dites quoi? Est-ce qu'on le suit? Il est sur notre planète ou pas? Parce que vous, au moins, vous êtes avec les dossiers au quotidien. Ouais. Alors, la première chose que je voudrais dire après l'intervention de Maître, c'est que lorsque nous regardons la configuration de notre pays et ce qui se passe aujourd'hui, le jeune Camerounais qui souhaite obtenir un emploi n'est pas forcément dans ce qu'il aime. Parce que nous avons des parents qui ne parviennent pas forcément à payer la pension pour une formation adéquate. On se retrouve parfois à prendre ce qu'on trouve. Oui, ça, c'est un peu le quotidien des Camerounais. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui viendra me démentir sur cette question-là. Alors, on se bat, on fait comme on dit au quartier, ça sort comme ça sort. Mais en réalité, les Camerounais aujourd'hui, lorsqu'ils se retrouvent, Dieu aidant, dans une entreprise, ils sont salariés, ils font face à des situations. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais fait des efforts pour mettre en place un ensemble de mécanismes pour éviter justement que le jeune Camerounais qui est donc dans cette situation ne soit sous l'emprise de cet employeur-là qui, pour moi, possède la puissance financière et par conséquent peut
agir d'une certaine façon. Le gouvernement camerounais, Maître l'a souligné tout à l'heure, a mis sur pied des plateformes de dialogue social. On parle des conventions collectives. La convention collective n'est pas un document qui est imposé aux entreprises. C'est un document qui est le résultat des échanges tripartites. Donc, c'est-à-dire, on aura les représentants des employeurs, les représentants des employés et l'État comme arbitre au milieu. Donc, c'est que leur volonté qui est contenue dans la convention collective. Donc, normalement, pour nous, les inspecteurs, il n'est pas très facile à comprendre pourquoi on ne veut pas respecter cette convention collective. Raison pour laquelle il nous arrive, et chaque fois, si vous allez observer avec moi que ça fait 3 années déjà que le thème de la journée du 1er mai parle de travail décent. Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est parce que l'élève n'a pas compris son cours? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas retenu la première année qu'on nous a rapporté ça l'année d'après et que cette année encore, on nous en parle? Voilà. En réalité, c'est parce que c'est une question de l'heure. C'est une question qui tombe à point nommé dans les situations auxquelles nous faisons face. Mais je suis curieuse, quand vous avez les plaintes des travailleurs et que les chefs d'entreprise sont convoqués pour des situations, qu'est-ce que ces chefs d'entreprise vous disent? Pourquoi est-ce que on ne respecte pas les conventions, les sécurités sociales, le respect du salaire? Ils vous disent quoi? Alors déjà, il y a tellement de cas de figure, Parfois, vous arrivez dans des entreprises familiales. C'est l'entreprise de papa, maman, cousin, cousine, tante et autres. Alors, lorsque vous ne faites pas partie du noyau familial et que vous vous retrouvez dans cette entreprise, naturellement, parfois, il n'y a pas de raison. Comme on dit, on va vous chercher des poux sur la calvitie. Maintenant, il y a d'autres cas où l'employeur, c'est simplement parce qu'il ne connaît pas ce que dit la réglementation en vigueur. Donc, on classe sous le coup de l'ignorance. Madame l'inspecteur, je ne savais pas. Madame l'inspecteur, je ne savais pas que c'est comme ça. Et la plupart du temps, pour ceux-là, lorsque nous tentons une conciliation, nous réussissons à avoir leur assentiment très rapidement. Maintenant, il y a d'autres qui, malgré le fait qu'ils connaissent la réglementation en vigueur, qu'ils sont accompagnés par des conseils ou des personnes qui sont, entre guillemets, des experts, choisissent de ne pas respecter la réglementation en vigueur. Alors à ce moment-là, l'inspecteur que je suis développe sa 3e casquette, qui est celle du contrôle. Je dois préciser simplement que l'inspecteur a un rôle qui se décline en 3 C: conseil, conciliation et contrôle. Mais on vous a accusé au niveau de l'inspection du travail que vous ne faites pas aussi beaucoup de descentes sur le terrain pour contrôler ces entreprises-là qui ne respectent pas certains piliers. Alors, je dois déjà pouvoir vous dire que pour l'année dernière, les objectifs en termes de descente sur le terrain qui ont été fixés et assignés pour la ville de Douala ont été au-delà de l'attente. Donc, pour dire qu'on ne respecte pas sincèrement, je crois que nous faisons de notre mieux. Au littoral, ici à Douala, nous avons 9 inspecteurs. Je ne sais pas combien d'entreprises nous avons. Essayez de me dire. Dans la ville de Douala. Moi, je suis inspecteur. Combien d'entreprises je peux contrôler en un mois? Si je me donne une marge de 30, et si je ne contrôle que les entreprises, est-ce que je vais recevoir les usagers qui arrivent à mon bureau? Donc, nous avons des ratios. Mais ces ratios qui nous sont fixés, nous parvenons à les atteindre. Je suis d'accord du fait que on ne parvient pas encore à avoir la formule qui nous permet de couvrir la totalité des entreprises. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui est sur le terrain, déjà est jeune et fait de son mieux pour, n'est-ce pas, être le bras long du ministre du Travail qui fixe les objectifs. Pour inverser cette tendance-là, il faut de plus en plus faire confiance aux délégués du personnel au sein des entreprises ou alors aller dans des syndicats. Parce qu'on a vu, demain, il y aura, peut-être ce 1er mai, il y aura une leçon inaugurale. Les syndicalistes vont s'exprimer, présenter leurs problèmes, des recommandations. Est-ce qu'il faut aller vers là pour imposer ce travail décent-là sur le continent? Non, je crois que c'est comme mon collègue du Mali qui a dit, par exemple, qu'au Mali, et même dans tous nos États, la mise en place des syndicats pour travailler pour de meilleures conditions de travail des travailleurs, en réalité, c'est un acte constitutionnel. Et donc, pour moi, que ce soit donc le syndicat, que ce soit les délégués du personnel, qui sont souvent élus donc par consensus ou par consensuel, je crois que toutes ces deux entités convergent vers un même sens. Et ce même sens, pour moi,
c'est l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Alors maintenant, nous sommes dans des pays où parfois, lorsque les délégués de travail n'arrivent pas à avoir des résultats, on passe donc à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, on va saisir forcément un syndicat. Et vous savez que de plus en plus, en tout cas je ne connais pas le contexte du Cameroun, mais dans le contexte du Burkina, chaque ministère a un syndicat qui défend les conditions de vie des travailleurs. Et donc, mais à l'intérieur du ministère, il peut y avoir des délégués du travail. Ça, c'est pour ce qui est en fait de la fonction publique. Au niveau donc du privé, effectivement, quand vous prenez une entreprise, il peut y avoir un délégué du travail. Mais étant donné que le travail est segmenté, si vous prenez le syndicat par exemple des médecins, vous allez voir que vous soyez dans le privé ou que vous soyez dans le public, vous répondez donc à l'appel d'un syndicat. Mais dans l'entreprise, ça peut être une entreprise privée donc qui évolue dans le sanitaire où il y a un délégué de travail. Donc, je vais tout simplement dire que ce sont deux entités qui, pour moi, se complètent. Maintenant, ça dépend de comment on appréhende la situation et quels sont les moyens qu'on utilise pour pouvoir atteindre donc son objectif. Maître Teguem, est-ce que ce n'est pas la faute aussi à ces travailleurs qui se jettent dans le milieu de l'emploi sans connaître leurs droits? Parce qu'aujourd'hui, il y a des employés, il y a des travailleurs qui sont dans des structures et qui ne connaissent rien de leurs droits. Et se retrouvent en train d'être malmenés dans les structures. Moi, je préfère un travailleur qui aime ce qu'il fait et laisse le droit de côté. Parce que lorsqu'il aime ce qu'il fait, il le fait bien. Et s'il le fait bien, l'entreprise prospère. Moi, je suis de ceux qui pensent que chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Et lorsque l'entreprise a quelques difficultés, vous pouvez les comprendre. D'autant que les employés ne sont pas abandonnés. Vous avez suivi madame l'inspecteur tout à l'heure. Elle a évoqué des sujets hautement importants. Elle a même parlé de la direction pour objectif. C'est un système qui a été adopté justement pour protéger. Elle a parlé de l'accompagnement, la conciliation et elle a dit les 3 C. Donc vous voyez qu'il y a tout un package qui est mis en place pour la sécurité des employés. Et lorsque quelqu'un rentre dans le milieu professionnel, la première des choses qu'il doit chercher à savoir, c'est maîtriser ce qu'il fait. C'est-à-dire passer de la phase peut-être théorique à la phase pratique. Parce que entre ce qu'on enseigne à l'université et ce qui se fait généralement sur le terrain, même dans un métier que vous avez appris sur le tas, si vous ne savez pas déjà bien le faire, vous ne le ferez pas bien. Et si vous ne le faites pas bien, votre employeur peut avoir une tentation à observer une certaine réserve lorsqu'il vous voit. En tant qu'avocat, est-ce que vous avez eu à défendre un travailleur? Tous les jours. Et vous lui dites quoi, qu'il n'aime pas son travail, qu'il n'a pas bien fait son travail? Non, pas du tout. Il y a des cas où ils ont raison. La preuve, c'est que je dis parfois que le licenciement est abusif. D'accord. Okay. Lorsqu'on vous licencie, par exemple, alors que vous avez revendiqué vos droits, c'est-à-dire, ce mois, on vous paye 300 000, le mois prochain, on paye 250 000. L'employeur n'a pas le droit de retenir 50 000. Je parle sur le contrôle de l'inspecteur du travail. Il n'a pas le droit. S'il le fait et vous réclamez, il vous licencie. Ça, il y a une faute. Il n'y a pas de faute lourde. Et le licenciement est forcément abusif. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que oui, il peut avoir des cas. Mais je dis encore une fois, ils ne sont pas les plus nombreux. Il y a des cas dans lesquels les conditions de travail ne sont pas acceptables. Le gouvernement de la République, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, a mis en place une structure pour s'en occuper. C'est l'inspection du travail. Le gouvernement de la République a permis aux travailleurs eux-mêmes de régler le problème entre eux à travers ce qu'on appelle le dialogue social. Et monsieur le ministre, vous l'avez indiqué tout à l'heure en disant que j'allais en contradiction avec lui. Non, effectivement, je suis effectivement en accord avec lui en disant que le dialogue social qu'il promeut vise justement à éviter les cas comme les cas résiduels que vous évoquez. Sachez que elle a dit quand même. Non, Lille. Puisque voilà je parle sur le contrôle devant vous et qui vous parle des cas, mais vous insistez sur résiduel. C'est une insulte même pour les travailleurs qui souffrent. Non, elle peut vous donner les statistiques. Elle a déjà répondu, elle a donné les statistiques. Elle pourra vous donner les statistiques. Oui. Elle va vous dire que si elle contrôle 30 entreprises, il peut avoir des problèmes sur les 30 dans 10. Ça veut dire que les cas, ça veut dire que la majorité, répondez un peu, oui. La majorité n'a pas de problème. Non, répond directement. Non. Je voudrais simplement dire que moi, je suis de ceux qui pensent. Échantillon de 5 oui. entreprises, combien ont des problèmes? Les 5. Voilà, c'est bon? Non, mais c'est pas sur le problème du travail décent. Parce qu'en réalité, les problèmes peuvent être de plusieurs ordres. C'est pas le travail décent. Je suis sur le travail décent. Le travail décent reste, je vais dire quoi, c'est un concept assez consistant.
Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, il y en a qui ont atteint à la perfection. Parce que quand on regarde même la pyramide des besoins de Maslow, à un moment donné, quand vous avez réussi à satisfaire un type de besoin, il y a un autre qui va se créer. Donc quand on parle de travail décent, cette décence-là grandit avec l'environnement qui nous entoure. Nous grandissons, notre environnement évolue, la technologie évolue. C'est comme ça aussi que les questions autour de l'entreprise ou en milieu professionnel évoluent. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de la dactylographie. Avant, on parlait de la machine à taper. Mais vous voyez que quand l'ordinateur est arrivé, il y a eu un changement. Pourquoi? Parce que la technologie, sauf si on me dit que la technologie est devenue statique. Mais tant que la technologie va évoluer, on aura des soucis pour adapter le travail à l'homme. Et les questions d'adaptation du travail à l'homme impliquent des problèmes de gestion, impliquent la responsabilité de l'employeur qui choisit lui-même volontairement d'arranger, d'améliorer, de s'adapter, de s'arrimer. Donc en fait pour moi c'est une question évolutive. Donc même dans une entreprise où je trouve que tout va bien au regard de la réglementation en vigueur ou des textes que j'ai, je vais leur dire c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Raison pour laquelle vous allez même voir certaines entreprises, on va vous dire la convention collective dit que on doit payer 100 000, mais lui il est à 120 000, ce qui n'est pas interdit par la loi, parce qu'il décide d'améliorer la situation, parce que dans son environnement, les choses vont mieux que ce qui est prévu par le standard. Et enfin, ce que moi j'ai compris chez lui, ça veut dire que dans son cabinet, est-ce que maître sera capable de prendre en fait un débutant? Je le fais tous les jours. Donc en ce moment, et ce que vous dites, moi je ne comprends pas. Non, je vous dis, lorsque vous prenez un débutant, votre devoir, c'est de lui inculquer les règles de la profession. Oui. C'est votre devoir, vous le formez. Et en le formant, vous ne devez pas l'abrutir. Vous devez comprendre qu'il doit payer un taxi pour venir. Vous devez comprendre que s'il doit faire vos audiences, il doit prendre le taxi. Pourquoi il travaille dans des conditions décentes? Donc, l'employeur comme l'employé participe à la qualité du travail. C'est ce qu'on appelle le travail décent. Je dis encore une fois, et là je vais répondre sur ce que Mme l'inspecteur a dit, je n'ai jamais dit ici que c'était parfait. J'ai dit cas résiduel. Oui, je ne fais qu'insister, j'ai même pris 30%. On ne peut pas dire résiduel. C'est 30%. Parce que vous voyez le nombre de personnes qui travaillent. Combien se plaignent? De la BCK là pour se plaindre. Excusez-moi, non. Les syndicalistes sont dans leur rôle. Mais demandez-lui à l'inspection du travail s'ils ont 100 000 emplois. Vous savez le nombre de personnes qui travaillent à Douala tous les jours. Combien de cas ils ont en termes de dénonciation? Combien de cas ils ont en termes de plainte? C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas dire que c'est la majorité, non. Et maintenant, sur la qualité du travail, ce n'est pas parfait. Sur le caractère décent, ce n'est pas parfait. Ça, c'est un autre sujet. Mais faire croire que dans tous les cas, les gens se plaignent, je dis, ce n'est pas exact. La preuve, c'est qu'elle a pris des gens qui ne respectent pas la convention collective, mais positivement de 100 000 à 120 000. Donc, il y a du tout. C'est là où vous avez dit que des cas exceptionnels là-bas. Même aussi, c'est un cas exceptionnel. Et là, j'ai dit, donc vous voyez qu'il y a des exceptions de tous les côtés. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens choisissent des métiers qu'ils font avec passion. Comme ça, ils seront rentables, ils vont développer l'activité, développer la société, et les salaires et les conditions de travail aussi, ils se sentiront mieux confortables dans leur manière de servir. Il y a un téléspectateur qui me fait sourire, qui dit Maître Tegan, finalement notre ami n'arrive pas à vous comprendre sur le plateau parce que se demande si vous vivez au Cameroun, mais il y a des précisions qui ont été faites. Comment on fait finalement pour sortir de là? Parce que chaque année on est dans le travail décent, les travailleurs pleurent, chaque année il y a toujours des problèmes, il y a toujours des licenciements abusifs, il y a toujours des arrêts de salaire, il y a toujours cette sécurité sociale qui n'est pas là. Il y a comment on fait, ne serait-ce que pour être dans la marche? Non, je crois que pour sortir de ce débat, pour moi, il y a trois entités. Vous avez l'État qui est l'organe supra, vous avez le syndicat et vous avez le travailleur. Donc pour moi, on peut même ajouter les entreprises, c'est-à-dire que l'employeur. Donc je crois que ce qui est important dans nos pays, c'est de pouvoir instaurer donc des mécanismes internes qui permettent donc à ces entités-là de se rencontrer pour se parler. D'où le dialogue social. Et c'est à partir du dialogue, moi je sais que dans mon pays, il y a ce qu'on appelle une activité chaque année qui est organisée, c'est-à-dire une rencontre entre l'État et le privé. Et ce sont des occasions comme ça
au cours desquels les débats sont menés sur la question même du travail, sur la question des conditions de travail, donc que ce soit des agents publics ou du privé. Aujourd'hui, si vous arrivez dans un pays comme le Burkina, on parle de la mutuelle de santé et qu'on veut prélever peut-être 2% ou c'est 10% donc du salaire donc des travailleurs. Et c'est des débats à un point fini. Et c'est donc il faut qu'il y ait un dialogue. Et c'est à travers ce dialogue-là qu'on peut amener les employeurs à réajuster un peu les choses s'ils ne respectent pas les conventions collectives et autres. Et c'est à travers ce dialogue-là qu'on peut faire une relecture du code du travail dans nos différents pays pour prendre en compte un certain nombre de métiers qui ne s'adaptent pas avec l'ancien code que nos pays ont et qui régissent. Donc, il y a tout un mécanisme qu'il faut mettre en place pour converger vers un seul sens qui est l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Quel rôle les pouvoirs publics doivent-ils jouer pour garantir un environnement favorable au dialogue social et à la promotion du travail décent qui est une quête permanente? Donner plus de responsabilité aux inspecteurs du travail. D'accord. Parce que si l'État, qui est l'organe régulateur, travaille sans associer ses démembrements au processus de contrôle, au processus de sanction, au processus de déroulement du dialogue social, évidemment, la partie faible peut s'en sortir avec certaines difficultés. Donc, pour notre part, nous pensons qu'il faut continuer le dialogue social qui est en cours au Cameroun, qu'il faut développer davantage les conventions collectives, travailler pour les accords d'établissement pour permettre au sein d'une même entreprise que les gens se mettent d'accord sur les conditions de leur collaboration et surtout que chaque travailleur ait la conscience professionnelle. Parce que ça, c'est aussi très important. Il faut qu'il ait la conscience professionnelle et que les employeurs qui participent à l'œuvre de construction de leur pays acceptent qu'ils doivent participer à l'effort en procédant au règlement des salaires, à l'encadrement de leurs ouvriers à travers les délégués du personnel, la sécurité sociale, la santé au sein de l'entreprise. Parce que il y a même, je vous dis, je le dis encore, comme le code du travail, il y a des cas où c'est même obligatoire au Cameroun. Donc je pense qu'il faut renforcer le dispositif en place, en mettant en place les cellules de contrôle et croire, comme le disait tout à l'heure Madame l'inspecteur, que le code du travail en gestation aboutira dans quelques jours à un résultat définitif. Vous avez le bonsoir de Soulé Honoriolo, merci qui vous infiniment. regarde et qui dit que notre invité est surpris de votre réaction. Les travailleurs aussi doivent se mettre au travail. Pas toujours accuser l'employeur qui ne fout rien, qui ne fait rien. Il faut que les travailleurs aussi remplissent leur cahier de charges. Là, je le rejoins. Oui. Sur ce point-là, je le rejoins. Mais nous savons aussi que chaque travailleur, chaque employé... Oui, allez-y. Chaque travailleur, ou bien dire que chaque employé, en signant un contrat, s'engage à travailler. Je viens dans une entreprise, je dois commencer mon travail, je signe un contrat. Et c'est ce contrat qui m'engage. Donc j'ai l'obligation de travailler. Comme je l'ai dit, il y a des entreprises. Une entreprise doit être d'abord sérieuse. Quand une entreprise est sérieuse, les travailleurs vont sérieusement travailler. Chaque entreprise doit avoir en fait un règlement que le travailleur doit suivre. Un règlement intérieur. Donc si cela est déjà fait, le travailleur suit. D'accord. Mais si l'entreprise n'est pas sérieuse, le travailleur ne peut pas être sérieux. D'accord. Merci. Elisabeth, qu'est-ce que vous dites à tous ces travailleurs qui nous regardent ce soir à travers le monde et qui célèbrent donc cette journée consacrée au travail décent, aux travailleurs, aux employeurs et à la communauté et même au pouvoir public et vous-même de l'inspection du travail? Alors, ce que je voudrais dire ce soir ou passer comme message, il y a un célèbre adage biblique qui dit « Le peuple périt faute de connaissance ». En réalité, chacun est censé connaître quel est son rôle dans la chaîne, parce que oui, il s'agit d'une chaîne. On parle de dialogue social, on parle de travail décent pour un Cameroun serein. C'est qui le Cameroun? Le Cameroun, c'est moi. Le Cameroun, c'est toi. Le Cameroun, ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder de loin, mais c'est nous qui faisons le Cameroun. Raison pour laquelle chacun est censé faire son travail à son niveau. De la même manière qu'on attend du gouvernement qu'il renforce le dispositif, qu'il donne plus de pouvoir à l'inspecteur du travail, qu'il lui donne les moyens de sa politique. Nous attendons des employeurs qu'ils s'appliquent à la compliance, qu'ils respectent la réglementation en vigueur, qu'ils soient disposés à suivre les conseils lorsqu'on essaye de les accompagner. Pour les travailleurs,
s'appliquer à bien travailler parce que ce qu'ils oublient souvent, c'est que quand on parle du contrat de travail, le salaire qui est payé en guise de contrepartie rémunère non seulement le travail, mais aussi la subordination. Ça veut dire que un acte posé en entreprise, l'employeur vous fournit des équipements de protection individuelle pour vous empêcher de faire un accident lors de l'exercice de votre travail. Vous refusez de le porter parce que il fait chaud. Et après, il y a un accident. La responsabilité, c'est qui? Parce que l'employeur a fait ce qu'il fallait. Donc, chacun a sa place. Travail. Et le travail décent égale dignité humaine, une bonne célébration à tous ces travailleurs-là. Et quand on parle de travailleurs, je vais m'incliner devant ces hommes de l'ombre qui ont permis de pouvoir regarder cette émission en direct du SINAC. Yves Nonga, Emmanuel Vivirka, Augustin Foti, Enguerrand Toa, René Djobo, Jacep Donald, Eric Pounde, et de l'autre côté, pour vous permettre de mieux nous recevoir, Collins Wonchuan, sous la supervision générale de Joseph Foto, le directeur général de Canal 2 International. Merci à vous, chers messieurs, pour ce travail abattu pour permettre à tous les téléspectateurs de vivre ce moment ici au SINAC. C'est notre dernier séjour ici. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Et on va souhaiter un joyeux anniversaire à la directrice des opérations de Canal 2 International, Madame Colette Chatué, qui a 1 an de plus aujourd'hui. On va célébrer ça en beauté, puisque c'est une grande bosseuse, et juste derrière, le 19h50. Bonsoir.